peu s'il faut que je fasse max mois, 45 quoi. Et bonsoir à toutes, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour une émission un petit peu particulière ce soir. Elle va être un petit peu plus longue que d'habitude. Bienvenue dans le MLR Show, je vais arriver, vous inquiétez pas, j'arrive tout de suite. Voilà, c'est bon, je suis là. Vous inquiétez pas, on met tout au point, on finit les derniers réglages bien sûr. Vous en avez l'habitude. Et... ben voilà, bonsoir à toutes et à tous, c'est le meilleur soir de la semaine bien sûr, c'est le mardi soir, c'est le MLR Show, vous en avez l'habitude. Un horaire un peu moins habituel, vous le savez, il y a match ce soir du côté de Londres et évidemment on va suivre ça avec intérêt, vous aussi certainement. Et mon acolyte va suivre ça avec encore plus d'intérêt, j'ai envie de dire, puisque c'est mon cher Adrien Abadi qui est avec moi ce soir. Comment ça va mon Adri ? Ça va super, écoute, ça va super. On monte gentiment en pression avant le match, évidemment, en tant que supporter parisien, mais Un petit peu stressé, hein, on là. y croit. Bref, stressé ou pas stressé, hein. Après, quoi qu'il arrive, on va se régaler, je pense. Ça va être un beau match. Ça va être un beau match. Moi, je vois une victoire d'Arsenal au match aller, mais courte. Je lui ai dit 3-2. Voilà, j'ai dit 3-2 Arsenal parce que je sens que ça va être un match complètement fou. 3-2 avec un retour qui peut être tout aussi fou. Voilà. Ce sera mon prono du soir. Moi, je vois match nul ce soir et victoire de Paris au retour. On aime beaucoup, on aime beaucoup. Ma finale pronostiquée il y a déjà quelques semaines est déjà morte. Parce que moi j'avais vu un Real Inter en finale. J'avais vu. C'est pas comment t'as pu voir le Real en finale cette année quand même. Bah ouais, mais je me suis dit que sur les phases finales ça allait passer. Ils ont été solides contre City, mais City était très nul. Donc voilà. Le pire City depuis des années. Le pire Real depuis des années aussi, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Mais je me suis dit que le parfum des phases finales allait les réveiller et puis au final pas du tout. Mais alors, vraiment pas du tout. Donc pas de surprise finalement. J'ai toujours eu un problème là, avec ce truc du Real, ouais, avec le Real en Ligue des Champions. On sait jamais, tout est possible. Je trouve que ça fait un peu vendeur du Real pour pas grand chose, alors que vraiment cette année c'était très très faible pour moi. Il y avait rien, il y avait pas de lieu en milieu. La défense elle prend l'eau. Les 4 devant en attaque ils n'arrivent pas à jouer. Bon, ça pouvait pas aller au bout pour moi, quoi. On va pas s'en plaindre. Mais j'ai 3 des 4 demi-finalistes. C'est ça, je l'avais dit au moment des huitièmes de finale. Mais bon, j'ai pas celui que j'avais mis vainqueur. Ça c'est beau. Max qui nous dit 2-2 à l'aller, 2-1 Arsenal au retour. Ça c'est vilain, on n'aime pas ça. Bien sûr, bienvenue à toi quand même Max, malgré tout. Salut Max, et au revoir. C'est terminé. Voilà. La semaine a été riche en MLR parce que vous le savez, on commence la dernière ligne droite et il faut densifier, terminer ce calendrier très dense. Alors on va avoir pas mal de matchs à voir, 7 matchs au programme ce soir et on va aller vite évidemment sur les 2 premiers puisque la semaine dernière on avait eu 2 matchs en milieu de semaine, New England, Los Angeles, Anthem, Seattle. Ce seront les 2 premiers matchs que l'on regardera.
Et puis ensuite, il y avait eu le gros, évidemment, de cette semaine, le week-end, bien évidemment, avec Houston Hot Glory, Utah, Chicago, Los Angeles, San Diego, NOLA, Seattle et Miami Anthem. Donc des équipes qui ont joué plusieurs fois en quelques jours, etc. C'était prévu, on le savait, quasiment toutes auront ça. Si je ne m'abuse, il n'y a que Chicago qui évite la chose, mais en terminant sa saison le jeudi, le jeudi de la dernière semaine et en ayant joué le week-end d'avant. Donc voilà, il y a tout le monde qui est à peu près sur un pied d'égalité là-dessus. Donc voilà, il y a pas mal de choses à dire. On va se lancer très très vite. Moi, Adri, je sais qu'il y a plusieurs matchs qui sont très intéressants, bien sûr, mais évidemment, Ouais, ouais. toi, tu as particulièrement vu le Chicago, le Utah-Chicago, que tu as commenté avec Sport en Ouais, France. Très rapidement, exactement. on en reparlera évidemment au moment où on sera dessus, mais qu'est-ce que tu as pensé du match? Bah, match en fait avec des périodes, quoi. C'est-à-dire que un match assez disputé en première période où on s'est dit rapidement que Chicago allait peut-être prendre l'eau contre Utah. Et ils ont su vraiment redresser la barre en première période. Et après, on a eu une deuxième mi-temps vraiment à sens unique. Bon, on verra le score tout à l'heure, mais mi-temps à sens unique qui, pour moi, est honnêtement sûrement la mi-temps la plus aboutie de Utah cette saison. Et il va falloir qu'ils s'appuient dessus pour construire là, sur les prochains matchs. À mon avis, ça va être très important ce match pour eux et je les vois bien s'ils construisent dessus. Honnêtement, je vois pas qui pourrait trop les inquiéter cette saison parce que vraiment la mi-temps était parfaite pour Utah. Ça, c'est un discours qui me plaît énormément. Je vous renvoie, si vous le souhaitez, aux Reels qu'on a publié hier. Alors, on aurait dû le publier ce week-end, mais les choses sont allées un peu vite. De ce que je disais, où Utah est pour moi un candidat au titre. Voilà, je pense que ce Utah-Chicago peut corroborer ses propos, comme quoi parfois, un petit peu de pif. Je n'ai pas dit qu'il serait champion, hein, évidemment. Allez, on va se tourner vers les deux premiers matchs. Ça va aller très très vite, hein, parce que c'était il y a une semaine. On a eu le temps de voir les résultats, probablement les images pour certains. Donc voilà, il y avait des matchs qui étaient très intéressants. Enfin, un match qui était très intéressant, c'est celui-là, c'est ce New England-Los Angeles. Ça a commencé, regardez, 10e minute, par un bisou de John Polland sur Sean Nolan. L'arbitre n'a pas trop apprécié et donc ça va commencer par eh bien, directement un carton rouge pour New England qui va se retrouver donc à 14 pendant 20 minutes. Hein. Vous savez comment fonctionne le carton rouge en MLR, c'est 20 minutes avant que quelqu'un puisse remplacer le joueur exclu. Et du coup, bah, elle est en supériorité numérique, va en profiter avec Van Vogt qui inscrit cet essai en bout de ligne sur le service de Kunatani. Ils vont marquer en force aussi par Chan. Et puis en deuxième période, eh bien, New England va revenir dans le match, d'abord en puissance grâce à l'un de ses tauliers, Wian Conradi. Et puis à l'heure de jeu, ils vont passer devant grâce à la botte de Holinshed. Et Lay, de toute façon, n'existe plus du tout, ou presque. 68e, c'est Kyle Steves, vous allez voir, au pied des poteaux, qui va voir ce ballon surgir et aplatir. Le break est fait. Los Angeles va quand même marquer en toute fin de match, grâce, eh bien, justement, encore à un de ses cadres aussi, c'est Semi Kunatani. Vous allez voir qui va être à la conclusion de ce mouvement en force au près. Vous avez, hop, il vient relever ce ballon. Et là, il fait le tour pour inscrire l'essai du bonus défensif pour Los Angeles, 23-21 donc pour New England. Voilà, c'était un match de milieu de semaine. New England ne jouait pas ce week-end, au contraire de Los Angeles. Los Angeles était allé en tournant un petit peu. Et pourtant, Adri, on a quand même cru qu'ils allaient l'emporter. Ouais, mais pareil, deux matchs dans un match avec une première mi-temps qui était vraiment à l'avantage de LA où ils sont vraiment bien entrés dans le match, où ils ont réussi à développer du jeu et à mettre la pression sur New England qui parvenait pas trop à répondre. Et ensuite, deuxième mi-temps, du coup, totalement à l'avantage de New England, où on a senti que LA il semblait un peu perdu et un peu avait du mal à mettre la main sur le ballon. Ils ont fait aussi beaucoup trop de fautes. Ils ont été pénalisés, du coup, pas mal au pied. C'était la première titularisation pour Lindsay, l'ancien 20 côté New England, qui finit à 11 points et finalement ils payent très cher ces points encaissés au pied parce que ils finissent quand même avec du coup 3 essais marqués contre 2 pour New England Ouais. et c'est vrai que du coup ben voilà les points au pied coûtent cher. Trop de fautes dans ton camp quand tu mets pas la main sur le ballon en deuxième période, ben, ils ont été sanctionnés et c'est quelque chose
qu'on voit de plus en plus là, cette saison en MLR et c'est cool de voir que les matchs sont bien gérés enfin par des buteurs d'expérience et aujourd'hui voilà, tu gagnes 23-21 contre Los Angeles qui en chie un peu dernièrement et c'était un match important pour New England du coup qui peut conforter sa place de leader à l'Est. Exactement, parce que ce match, il a permis à New England du coup de passer devant Chicago. Donc je le disais, New England n'a pas joué ce week-end, donc c'était provisoire par rapport aux Hounds. On verra tout à l'heure ce qu'ils ont fait contre Utah, mais ça mettait la pression à Chicago. L'autre match, c'était donc mercredi dernier, dans la nuit de mercredi à jeudi. Si je dis pas de bêtises, je sais plus, je suis perdu Ouais. parce qu'avec le décalage Non, horaire, c'était ça. c'était ça, c'était de mercredi à jeudi, voilà. Avant mercredi chez eux, c'était un superbe Anthem Seattle, donc les derniers des deux conférences, même si vraiment il n'y a pas la même histoire. Vous voyez, ça va aller Ouais, très vite. Hein. 6e minute, premier pareil. essai pour Seattle, 19e, le deuxième essai pour Seattle, voilà, ça va trop vite, c'est trop facile et encore ils se font pas de passe donc les essais se font en 2 temps alors qu'ils pourraient se faire en 1. Je vous mets quand même celui-là, le troisième de Seattle. Je suis pas allé beaucoup plus loin parce que de toute façon il n'y avait pas grand-chose à montrer dans cette équipe d'Anthem. Voilà, je sais pas pourquoi il y a une ellipse parce que c'est 3 secondes après, mais voilà, cet essai il est plutôt sympa, il est bien conclu, magnifiquement et je vous ai quand même mis l'interception de Connor Mooneyham qui va aller marquer le troisième essai d'Anthem qui ne suffira évidemment pas de surprise hein, bien sûr. Ça va finir à 60-19 pour Seattle, 9 essais à 3. C'est pour ça qu'on va pas s'attarder outre mesure sur ce match. Salut Loïc, bienvenue. Prends place, n'hésite pas. Pose tes questions si tu en as. Donne ton prono si tu le veux aussi sur le Arsenal PSG, on en a parlé un petit peu. Bon, de toute façon, il n'y avait pas de surprise. Pierre Amiche nous a dit j'ai envie de jouer Anthem, mais je pense que depuis que tu nous as dit il y a de ça quelques semaines qu'ils auraient 10 points 2 matchs après, Ouais. Anthem n'a pas pris le moindre point et c'est un peu laborieux. Enfin, j'ai l'impression qu'il régresse par rapport au début de saison. Ouais, clairement, force est de constater que je me suis bien trompé. Et c'est vrai qu'ils avaient bien commencé la saison, mais j'ai l'impression qu'on semble bien se diriger vers une nouvelle saison blanche. Hein. Ça risque d'être très compliqué pour Anthem cette fin de saison. Je pense que les points à gratter étaient en début de saison où tu avais des franchises qui n'étaient pas encore bien en place, qui n'avaient pas réussi à trouver leurs automatismes. Mais là, on sent que voilà, de l'autre côté, ça joue de mieux en mieux, ça progresse depuis le début de saison, on trouve des automatismes alors que Quantum ça fait que régresser et c'est l'équipe qui a joué le plus de matchs, ils sont déjà à 11 matchs joués, Oui. ils ont que 5 points, bon, s'ils arrivent à 10 à la fin de saison, ce sera beau quoi. J'y Ouais. crois pas trop. Je pense que là, Non, c'est fou, c'est fou. T'as dit ça à la fin du mois de mars. Ils venaient de perdre 46-45 face à Houston à ouais, domicile. Une défaite rageante en plus parce qu'ils prennent une pénalité à la sirène pour s'incliner. Et donc derrière, ils allaient à Seattle qui était mal et ils accueillaient Nola qui était en grande difficulté. Et t'avais dit, pour moi, ils auront 10 points après 2 matchs. C'était pas incohérent. Depuis, ils ont donc joué 6 matchs, ils n'ont pas mis le moindre point. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas réussi une seule fois à inscrire 4 essais. Et tu le disais, ce sera certainement saison blanche. Déplacement à Los Angeles, accueil de Seattle, pas de Seattle, c'est Old Glory, accueil de Chicago, déplacement à Utah, déplacement à Houston. Tant te dire que si à l'avant-dernière journée tu n'as pas encore gagné, tu ne gagneras pas. C'est un peu triste. C'est un peu triste parce que tu l'as dit, on s'attendait à mieux et finalement, finalement non en fait. c'est c'est dommage, surtout on aurait aimé quoi. Enfin, j'aimerais bien moi qu'ils aillent rater un peu une victoire, mais c'est vrai que là, comme je t'ai dit, je vois pas vraiment qui peut s'incliner face à Anthem, parce qu'en effet, il semble régresser là où toutes les autres équipes semblent progresser cette saison. Donc à moins d'une énorme surprise et d'un gros trou d'air, d'une de ces équipes, je vois pas, Anthem aller chercher une victoire et vraiment, ouais, voilà, déjà s'ils arrivent à gratter des points de bonus et avoir 10 points en fin de saison, bah, ce sera super, mais honnêtement, il y a plus grand chose à faire, quoi. Non, il n'y a plus grand chose à faire Quoi en qu'il arrive, ils effet. ont plus rien à jouer. Quoi qu'il arrive, Alors, ils ont plus rien à jouer. Je vois pas trop ce que parce qu'en plus tu l'as dit, ils ont 11 matchs, c'est la seule équipe à 11 matchs. Aujourd'hui, ah ouais, à l'heure où on se parle, Anthem, il leur reste 5 matchs à jouer. Ils ne peuvent plus terminer premier ou deuxième de la conf Est. Évidemment qu'ils n'iront pas en playoff, on le dit depuis plusieurs semaines, on le sait. Mais aujourd'hui, au mieux, ils peuvent être troisième.
sachant que pour être troisième, il faudrait qu'ils gagnent tout avec le bonus, et que Nola, actuellement troisième, ne prenne pas plus de 2 points. Voilà, les On n'arrivera conditions pas. sont pas réunies. On n'arrivera pas, surtout quand on voit les équipes devant eux. Enfin, on en reparlera tout à l'heure, de toute façon, de cette course au playoff à l'Est qui va être extrêmement serrée. Oui. Mais, ils sont pas dedans, de toute façon. Donc, Non, ils sont pas vraiment dedans, en effet. non. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc sur les 2 matchs de la semaine, on a un peu plus étoffé évidemment sur les matchs qui arrivent. Je ressors mes petites fiches évidemment, mes petites fiches magiques. Vous savez que celles que je ne lis pas quand je lance mes petits lives, mes petits enregistrements. On va partir sur Los Angeles-San Diego, le match retour de la Cali Cup. Au match aller, San Diego l'avait emporté, mais ça va beaucoup moins bien pour le Legion qui reste sur 4 défaites de rang, mais puis qui peut compter sur la toupie Cash Malouya pour inscrire le premier essai après 7 minutes, je vous le remets. Voilà, d'abord sur Mix, hop, puis sur Bertrano, c'est magnifique, il résiste à McDonald, donc ça fait 5-0. Hein, aussi. Ah oui, oui, oui. C'est pas mal. LA qui va réagir en marquant d'abord un essai de Brad Wilkins, de Sugars, pardon, puis c'est Ben Houston, vous allez voir en bout de ligne, qui va aller chercher le deuxième essai. Le voilà servi par Bertrano. Ben Houston toujours aussi décisif dans cette équipe de Los Angeles. Et puis San Diego va marquer à son tour Brad Wilkins, et puis Jed Holloway vient contrer Rhys McDonald. Le rebond est parfait pour lui. Il a une chatte immense sur ce rebond du ballon, parce que normalement à la vitesse où ça va... Comment le ballon sort pas là. Hein. Ah, clairement, c'est totalement ça. Ça fait 17-17 à la mi-temps. San Diego, par contre, a le dessus, même s'ils ont encaissé un essai avant la pause. Ce sont eux qui vont marquer un doublé pour Wilkin, et puis un doublé de Jed Holloway, là encore, qui va, sur ce ballon porté, réussir à se dépatouiller pour aller marquer un nouvel essai. C'est le 5e déjà de San Diego, alors qu'on n'est même pas à l'heure de jeu. Le point de bonus offensif, il est déjà dans la poche, bien évidemment. Et vous le voyez, LA est à ce moment-là à 14. C'est Bertrano, évidemment, qui a pris le jaune, mais ça c'est habituel, hein. Gonzalo Bertrano, c'est un magicien du carton. Et malgré tout, LA va revenir à son tour, parce que San Diego va aussi écoper d'un carton jaune. C'est d'abord Timson, et puis après une pénalité jouée rapidement, c'est Mike Sosenefeagai, l'ancien d'Agen notamment, qui va remettre les deux équipes à égalité. C'est très très serré. 75e, la délivrance, elle va venir de McClutchy, la belle feinte, il passe les bras, il sert Thomas Waké. Ça fait 38-31 puisque cet essai, il est transformé. Je vous remets au ralenti le petit coup, petit coup de vitesse, là, le petit coup de rein de McClutchy. Ouais, très très beau boulot de McClutchy. Hein, exactement. Et puis 78e, LA a le ballon, doit réagir bien sûr, parce que ce match il est très important, hein. Avant ce match, il y a 2 points d'écart entre les deux équipes. Mix se fait la malle tout seul. Le petit raffut sur Awake est laissé en bout de ligne. 36-38, et donc évidemment la balle d'égalisation dans les pieds de Rhys McDonald. Il résiste bien à McClutchy aussi, Bill Mix, l'ancien de Chicago. McDonald qui n'a pas été à son avantage, hein, c'est à cause de lui. L'essai d'Holloway, le premier, ça passe pas, 36-38. Et là, il y a quand même un dernier ballon, 81e minute. On va tenter d'avancer, et puis regardez la défense parfaite de San Diego. On va coffrer ce ballon. Ça va avancer un petit peu, mais derrière, l'arbitre va mettre fin à cette action. Terminé, 38-36 pour San Diego. Le Legion a eu chaud, mais on va dire que c'est un petit peu logique quand même de les voir l'emporter sur ce match, Adri, parce qu'ils ont quand même été plus dominateurs, et surtout LA fait trop de fautes. Ouais, trop de fautes pour LA, et puis comme tu dis, en effet, hein, McDonald, quand même assez malchanceux, quoi. Enfin, malheureux en tout cas sur ce match. C'est assez cruel. Il rate la dernière transformation pour égaliser. Fait contre en début de seconde période là sur l'essai. Et puis au fond, il fait pas un mauvais match si on regarde son match dans l'ensemble, parce que c'est quand même il bat 7 défenseurs, plus de 80 mètres parcourus. Il a été auteur de belles relances, etc. Mais ouais, c'est vrai qu'on a un peu envie de lui tomber dessus. C'était lui, on l'attendait comme un renfort extrêmement important pour cette équipe d'LA. Et c'est vrai que là, il fait pas le meilleur match de sa saison. Et on sait que c'était un match, comme tu l'as dit, extrêmement important dans la bagarre pour les playoffs à l'Ouest. Et voilà, quand même, 12 essais quoi, dans le match. C'est vraiment un match de MLR à fond. Exactement. Ce qui est dommage, c'est que c'est du coup la 3e défaite de rang pour LA. C'était 2 équipes avec des dynamiques
un peu similaire, où tu avais San Diego qui était sur 4 défaites de rang. LA, maintenant, ça fait 3 défaites. Va falloir vite se ressaisir, je pense, pour Los Angeles, parce que là, il y a des matchs très importants à jouer et il en reste plus beaucoup. Donc ouais, il va falloir vite se ressaisir et aller gagner du coup les prochains matchs. Et moi, je voulais parler un peu de Cash Malouya, là, le Bien centre sûr. de San Diego, énorme, qui met le premier essai, là, 1m83, 115 kilos. Et c'est un gars, en fait, lui, qui est passé par le foot US avant. C'est un ancien linebacker. Et du coup, il avait joué pour les England Patriots, je crois. Il avait été récupéré genre en 2020. Et il avait commencé du coup en foot US. Et il y a un autre mec du coup à Chicago qui avait fait ça là, dans le match que j'ai commenté. Donc il y a deux, trois joueurs finalement qui jouent au rugby là, dans cette MLR qui sont passés par le foot US. Et je trouve ça assez intéressant en fait. C'est vrai qu'il y a quand même des passerelles, hein. À l'époque où il y avait un énorme travail au niveau du Seven fait par la fédération US, les Perry Baker et compagnie sont passés par le foot US à l'origine, hein. C'est des mecs qui courent le 100 mètres en à peu près 8 secondes 2 à tout casser, avec des poids aux chevilles, et qui recevaient bien le ballon, hein. C'est des receveurs, là, c'est certain, et qui pouvaient pas faire carrière et ont été récupérés par la fédération US. Je suis pas étonné de les voir aussi sur le 15 faire ça, parce qu'on rappelle, encore une fois, ils préparent la Coupe du Monde 2031 chez les mecs, 2033 chez les filles. Ils sont un petit peu plus en retard évidemment chez les garçons au niveau des résultats mondiaux. Mais oui, il y a un gros travail qui est fait. Et c'est vrai que l'apport des mecs de NFL, enfin des mecs qui ont joué en tout cas au foot US à un bon niveau, ça peut évidemment aider. Moi j'ai une petite stat pour parler du problème de LA. Je disais qu'ils faisaient beaucoup de fautes. Ils prennent aussi beaucoup trop d'essais. Parce que Los Angeles, c'est la deuxième pire défense en termes d'essais encaissés. Évidemment, numéro un c'est Anthem, 58. Bon, en 11 matchs. Invité. Euh, on tombe pas des nus. On tombe pas des nus. 58 en 11 matchs, hein, donc vous faites le calcul, hein, ça fait plus de 5 par match. Anthem, qui a perdu tous ses matchs depuis son arrivée l'année dernière en MLR, on l'a déjà dit, mais qui a perdu tous ses matchs avec l'adversaire qui prend le bonus offensif. Voilà. Bon, donc en gros, C'est triste, bah, mais c'est c'est quand même triste, c'est marrant. triste, c'est triste parce que voilà, Anthem c'est 5 points. C'est 5 points. Et vraiment, l'équipe qui perdra contre Anthem, elle va prendre ça va être un sacré coup parce que ça pourrait certainement coûter cher à un moment. Vous voyez le classement, donc derrière c'est Los Angeles 47, ils viennent d'en prendre 6 forcément, devant Miami Nola qui sont à 43, et tout au fond, vous voyez, je vous les ai mis, meilleure défense, c'est New England 28 en 10 matchs joués, c'est-à-dire qu'ils ont pris moins d'essais que Utah qui a joué un match de moins. 28 contre 31. Utah, c'est la deuxième défense, mais 28 avec deux clean sheets. Entre guillemets, vous savez, un clean sheet au foot, c'est quand on prend pas de but. Bah, il y a deux matchs où New England n'a pas encaissé d'essai. C'était contre Anthem et Miami. Bon, voilà. Mais c'est assez solide. Est-ce que, petit quiz, mon Adri, est-ce que tu saurais qui est la troisième défense dans cette stat? La troisième meilleure défense? Ouais. En nombre d'essais encaissés. Je dirais Houston, non? Eh ben non, c'est pas Houston. Houston est à 35. C'est Chicago. Chicago qui est à 32. J'hésitais entre Houston et Chicago. Tu as bien fait. Houston 35, donc, qui est quatrième. On a San Diego 36, Seattle 37. C'est pas tant, alors qu'ils ont quand même perdu beaucoup de matchs. All Glory Ouais. est à 40 et ça avance pas du tout. Ça avance plus du tout. Et puis derrière, donc, Nola, Miami sont à 43. Donc voilà pour le classement complet de ces défenses de la MLR, et donc Los Angeles qui va très très mal. Los Angeles d'ailleurs qui a un calendrier, je suis en train de le regarder. Tu vas à Seattle, tu accueilles Anthem, donc victoire obligatoire. Tu accueilles Miami, victoire obligatoire. Tu vas à All Glory, victoire compliquée mais obligatoire. Et tu finis à Utah. Ça va être un duel avec Seattle. Manifestement, on verra évidemment ce qu'a fait Seattle. Est-ce que tu es inquiet pour Los Angeles qui, bah, tu l'as dit, ils sont à 3 défaites de rang. Avant ça, ils avaient gagné 4 matchs. Et avant ça, ils avaient 4 défaites. Une équipe qui fonctionne par cycle. Est-ce que tu es inquiet? Hum, Je sais pas si je suis inquiet parce qu'en vrai, je trouve que les dernières défaites, elles sont quand même assez cruelles et elles se jouent à pas grand-chose. C'est-à-dire que tu perds de 2 points contre New England, là tu perds encore de 2 points contre
contre San Diego. Donc dans le contenu, t'es quand même assez solide. C'est pas une équipe qui est à la rue totalement. Et tu l'as dit, en vrai, moi je trouve que leur calendrier est pas forcément défavorable. Donc je suis pas spécialement inquiet. Après, ça va être serré, hein, parce que Seattle revient très bien depuis quelques matchs. Ils sont qu'à 2 points. Et on le sait, là, il y a que une équipe qui sortira finalement ben, des playoffs à la conférence Ouest parce qu'on est dans un championnat à 11. Et, euh, et je suis pas spécialement inquiet pour Los Angeles. Après, ce qui est sûr, c'est que ça va être compliqué, hein. Seattle, c'est pas, on le sait, hein, c'est pas une équipe de peintres. Ils ont fini deuxième de la conférence Ouest l'an passé. On était un peu déçus de leur début de saison, mais là, ça va quand même beaucoup mieux. Donc ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais je suis pas inquiet. Je pense qu'ils peuvent vite remettre la tête à l'endroit. Et puis, si les 2 points penchent dans la balance positivement désormais, ben, ça peut vite changer les choses, quoi. Ouais, on verra évidemment très vite dès ce week-end, hein, de toute façon, ce duel avec Seattle. J'ai oublié un match, c'est un déplacement à Chicago. Voilà. Également, là pour le coup, ce sera beaucoup plus dur, mais c'est vrai que l'accueil de Miami et d'Anthem, forcément, ça doit être 10 points dans la besace et ça ferait Ben évidemment ouais. la différence. Mais le Seattle Los Angeles va très clairement faire la différence. On va rester à l'ouest dans un. Ben, c'est la semaine prochaine, hein. C'est ça, c'est ça. Et là, celui-là, il va être C'est la semaine vraiment très prochaine et important. celui-là, il va être très très important. Je pense que voilà, on verra là. Je pense que ce match-là peut directement déterminer qui est en playoff, quoi. De toute façon, là, il reste 6 matchs, enfin 5 pour Anthem, 6 pour tout le monde, sauf pour Utah qui a un match en plus. Alors, c'est pas la nuit prochaine, je me suis trompé, c'est la nuit d'après face à San Diego. De toute façon, il y a quasiment plus que des finales là maintenant, hein. Parfois, ce sera des confrontations directes, parfois ce sera à distance. Mais là, en gros, voilà, il y a plus de calcul, hein. On est à un mois et demi de la fin de cette saison régulière. Il n'y a plus beaucoup de points à rater et vous allez voir que au classement c'est très serré. On reste donc dans la conférence Ouest, on va dans l'Utah à Herriman dans la banlieue de Salt Lake City pour un duel assez intéressant, il faut le dire. Chicago qui devait récupérer sa place de leader à l'Est, récupéré par New England. Ça commence après 2 minutes. Augsburger, mon copain, qui vient faire un câlin à Oxon dans les airs, c'est carton jaune. Et en infériorité numérique, eh bien, ça met pas longtemps pour Utah à marquer avec ce parfait décalage de Jordan Traynor, encore une fois décisif pour Joe Mano. Bien évidemment, Joe Mano qui inscrit un premier essai dans ce match. Utah qui va faire le break une dizaine de minutes plus tard sur ce ballon porté. Ils vont prendre leur temps, mais c'est Phil Bradford qui va aller marquer le remplaçant devant de Liam Coltman, parce que devant, ils avaient fait tourner, mais on aura l'occasion d'aller plus loin là-dessus. Et puis, eh bien, 19e, nouveau coup dur pour Chicago, puisque vous voyez Mano se fait rentrer dedans par Augsburger. Il reste au sol, il va d'ailleurs sortir pour protocole commotion, Joe Mano. On ne transige pas avec la règle, on a touché à la tête, et du coup, c'est deuxième jaune Ah, il pour s'est pas Nate. blessé du tout, hein, Nate Oxberger, Ouais. pour le coup, là. On n'a pas eu de ralenti sur les highlights, mais toi tu as vu le match, donc t'as pu bien le voir. C'est deuxième jaune, c'est donc rouge pour Augsburger, donc 20 minutes à 14. Mais Chicago, vous voyez, va marquer avec un essai de Jones d'abord. Mac Jones qui va marquer, puis Svania en puissance. Et à un moment où on se retrouve à 14 contre 14, eh bien les avants de Chicago vont faire la différence. Là va y avoir essai de pénalité et carton jaune pour Joe Mano, justement. Et du coup, Chicago prend le large, 24-12, ballon qui va être de nouveau dans les 22 mètres de Utah. Et sur cette course rentrée, eh bien, ils vont aller inscrire le 4e essai. C'est un doublé de McLean Jones juste avant la mi-temps, vous le voyez. Chicago est allé chercher déjà le point de bonus offensif et mène de 19 points. On se dit, bon là à la mi-temps, Chicago, comme d'habitude, Chicago va aller l'emporter, est tout simplement au-dessus. Et puis Utah va réduire l'écart par Vugakoto dès le retour des vestiaires. Avant, eh bien, le show Joe Mano. À l'origine, il y a Crowley qui vient trouver Oxon. La passe d'Oxon, c'est pas un cadeau, mais Joe Mano, il s'en sort, doublé. Et puis, à peine 6-7 minutes plus tard, Zion Going est rentré. On va au large, avec les Willa notamment. Et puis, après ce point de fixation, ça va encore une fois accélérer Oxon. Et encore le travail énorme là, de Traynor pour décaler Joe Mano. Et le triplé, magnifique.
C'est d'ailleurs cet essai que Sport en France a sorti sur les réseaux. Bon, bah, triplé de Jomano, je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire, mon cher Adri. Jomano qui va continuer de faire Ouais, mal, hein. triplé de Giovanni, énorme match de Jordan Traynor aussi, tu l'as dit, qui a été décisif. On a aussi vu un très gros match de Leo Willa et au-delà du triplé, Giovanni a eu une activité énorme aussi bien en défense qu'en attaque. Il a créé des trous et des espaces partout. Et là, on a aussi on voit le dernier essai là, Nick Ben, de Utah ce où travail Leo Willa, de Lewilla, il est monstrueux. monstrueux, monstrueux Leo Willa. Et Nick Ben aussi ouais, qui fait un bon match, hein. Les deux ailiers, honnêtement, de Utah qui ont fait un match vraiment Oh là là. quasi parfait. Et surtout une seconde période, comme je le disais tout à l'heure, de Utah que j'ai trouvé honnêtement monstrueuse. Ils se sont remis la tête à l'endroit dans les vestiaires. On se disait que ils allaient se faire enfoncer par Chicago alors qu'ils menaient 12-0 au bout de 10 minutes. Et puis finalement, ils ont vraiment réussi à bien inverser la tendance. Ils se sont appuyés sur les fondamentaux devant où ils ont été très très forts. On sait c'est une énorme activité défensive, notamment à Utah avec Frank Locor qui est le meilleur plaqueur du championnat. Oui. C'est aussi la meilleure attaque avec Joe Mano qui est maintenant à 11 essais. D'Angelo Leouila qui est meilleur scoreur aussi du championnat avec quasiment, il était à 59 points avant le match, là il doit être à 70. Et, non, franchement, cette équipe de Utah sur cette seconde période, je l'ai trouvée extrêmement impressionnante. Et c'était une victoire importante. C'était une victoire importante parce ils sont deuxième à l'ouest et Chicago était deuxième à l'est. Voilà, c'était des points qu'il fallait prendre. Chicago, c'est une grosse équipe, on le sait. Et franchement, victoire impressionnante de Utah avec un Joe Mano qui a l'air quand même assez inarrêtable cette saison, quoi. Ah, ça c'est du grand Giovanni, j'aime quand tu dis ça. Vous avez vu, hein, je vous ai Ouais, mis la dernière pénalité parce qu'elle est très importante. La dernière pénalité, Oxon, dans les toute fin de match, Utah a gagné, c'est quasiment sûr. Il y a 7 points d'avance. Tu prends la pénalité, pourquoi? Parce que t'enlèves, tu te mets évidemment à l'abri, mais t'enlèves aussi le point de pour le bonus bonus défensif défensif, ouais. à Chicago. Alors évidemment, ils sont pas dans la même conf, ça joue pas forcément, ça change pas forcément grand chose, mais voilà, c'est quelque chose qui compte. Et ce qui fait que Chicago, bah, ce matin, ce soir, aujourd'hui, n'est plus le leader de la conférence Est. Encore une fois, on va regarder ce classement, mais du coup, ils n'ont pris qu'un point à Utah alors qu'ils avaient le Ouais, point de bonus offensif à la mi-temps. Tu parles de Joe Mano, évidemment, on est obligé de ressortir Joe Mano, bien sûr, c'est son deuxième triplé cette saison. 11 essais, tu l'as dit, deuxième triplé, il en avait inscrit un face à Nola en tout début de saison, c'était la deuxième match de Utah, ils avaient gagné 55-21 je crois, et la semaine d'avant, il avait déjà inscrit 2 essais face à Chicago pour l'entrée en liste des Warriors dans ce championnat. Donc on a un Joe Mano qui cette année est tout simplement monstrueux, l'année dernière il a inscrit 3 essais. Voilà, donc pour vous dire, cette année, il a inscrit 2 fois en un match ce qu'il avait inscrit sur toute la saison dernière. Donc c'est assez solide. Et j'ai une autre stat, parce que Joe Mano est en train petit à petit de faire sa place dans l'histoire de la MLR, c'est qu'il est désormais quatrième au nombre d'essais marqués dans l'histoire de la MLR. Il n'est plus qu'à un essai de Balekana qui joue encore. Les 3 premiers d'ailleurs jouent encore, hein. Dylan Fawcett à Chicago bien sûr, Rickard Tatting du côté de Seattle. Et le cinquième, bon bah Mikey Theo, je vous ai mis ce petit picto parce que justement il est à la retraite. Mikey Theo, ancien des Warriors d'ailleurs, mais qui a surtout joué à San Diego. 36 essais désormais. Derrière, il y a les Dominguez, il y a les Hawksburger, toujours de Chicago, qui sont à 31, 32, qui sont dans le coup aussi. Mais là, Joe Mano, il est lancé comme une bombe. Le jeu de Utah avec Oxon en 10 et Lewilla en 12 qui font la différence avec un Traynor qui est monstrueux. Devant, tu l'as dit, Frank Locor, meilleur plaqueur du championnat. Liam Coltman au talon, même s'il n'était pas là, encore une fois, devant, il y avait eu un petit peu de turnover du côté de Utah. Il fait énormément de bien aussi. C'est quoi la faiblesse de cette équipe? On ne l'attendait pas à ce niveau. honnêtement, ouais, c'est ce que je te dis. Moi, je vois pas trop de faiblesse là du côté de Utah et surtout quand ils jouent là comme lors de cette seconde période contre Chicago. Honnêtement, on parle quand même de Chicago qui est vraiment l'une des meilleures équipes cette saison. Et ils étaient totalement éteints en seconde période. Ils les ont anéantis, quoi. Vraiment. Surtout que tu rentres à la pause en me disant on est remonté, on a mis un 24-0 en 20 minutes. Et puis finalement, ils reviennent en seconde période et ils prennent un 29-0 contre Utah. Et honnêtement, Joel Hudson a été très très fort en 10. Il a
parfaitement dirigé le jeu. T'as Leo Willa en 12 qui fait un match monstrueux. Joe Mano qui semble marcher sur l'eau cette saison. Et puis même Nick Ben à l'autre aile aussi, fait aussi un match énorme avec un mulet assez magnifique d'ailleurs. C'est vrai. Et franchement, je vois pas qui peut les embêter là s'ils jouent comme ça. C'est-à-dire que vraiment, c'est-à-dire que même mes chats sabres préférés, je les vois pas vaincre une équipe de Utah qui joue comme ça. Et je vois pas grand monde les taper quand même. Utah, candidat au titre, ça fait 2-3 semaines qu'on en parle. On en a parlé vraiment la semaine dernière, mais là, on est obligé évidemment de le dire. On va s'arrêter quelques instants aussi sur Chicago parce que je le disais, ils perdent la place de leader de la conférence Ouest. Est-ce que Chicago s'essouffle pas un petit peu? Pour recontextualiser, Chicago a perdu son deuxième match de la saison après être allé gagner à Houston. C'était face à Utah. Depuis, ça avait été 6 victoires de rang. Et puis, la semaine dernière, ils perdent à Seattle le vendredi soir. Alors, 5 jours après avoir joué contre Anthem, donc il y avait eu un petit peu de turnover. Ils s'inclinent en allant chercher le bonus défensif. Mais là, tu étais venu avec la grosse équipe à Utah qui préparait aussi le match dans 2 jours face à San Diego. Donc, est-ce qu'on n'a pas un petit essoufflement de Chicago ou est-ce que, bon, voilà, c'est pas forcément les matchs les plus importants pour eux et ils sont en train déjà de travailler au dernier match de la saison pour essayer d'aller assurer la première place face à New England? Mais pour moi, c'était des matchs quand même assez importants à aller chercher. On l'a vu, hein, ils étaient venus avec justement une très très grosse équipe. Je pense qu'ils étaient venus pour gagner à Utah. Et en effet, ils n'ont pas eu les armes et ils n'ont pas pu répondre à l'intensité, à la domination de Utah en seconde période. Donc, qu'est-ce qui s'essouffle? Je ne sais pas parce que je pense qu'ils sont tout simplement tombés sur une équipe de Utah qui était au-dessus, tout simplement. Et, euh, et après, là, il y a des victoires à aller chercher. On va voir justement s'ils s'essoufflent. Ils reçoivent Miami le 4 mai. Et puis ensuite, ils se déplacent à New England. Et ça va être un match extrêmement important qui va déterminer, en effet, si Chicago sera, à mon avis, premier à l'Est. Parce qu'ensuite, tu as quand même un calendrier qui n'est pas simple non plus. C'est-à-dire que tu reçois quand même beaucoup d'équipes, donc ça c'est cool, même si on sait que Ça veut pas forcément dire grand-chose. ouais, le fait de jouer à domicile en MLR, c'est pas toujours déterminant. Mais le déplacement à New England va être extrêmement important et ensuite tu reçois Los Angeles, tu te déplaces à Anthem et puis tu reçois Nola et Houston pour terminer, donc ça c'est Ouais. pas un cadeau. Euh, et on va voir voilà si s'essouffle en fin de saison, mais je pense que ouais, le match dans 2 semaines contre New England sera déterminant. Il va falloir que Chicago gagne ce match face à Miami pour se présenter à New England avec la possibilité de jouer cette première place parce que c'est ce qui va se jouer. Et encore une fois, tu l'as dit, derrière, il y aura des matchs un petit peu compliqués. Los Angeles à domicile, c'est pas évident parce que Los Angeles, ça joue énormément et la défense de Chicago devra faire le boulot pour tenir. Los Angeles qui joue, on le rappelle, les playoffs à l'ouest. Normalement, en Anthem, ça devrait aller. Nola jouera sa vie aussi là-bas. Et puis Houston à la dernière journée, bah, il y a potentiellement la première place à jouer face à Utah. Et puis surtout, ils auront envie de prendre leur revanche suite à la victoire de ces chers Hounds du côté du Texas. C'était lors de la première journée. Allez, on va avancer tranquillement. Sur ce match, on va passer du coup voilà, sur l'autre gros bloc de ce MLR Show épisode 11 de la saison. On a donc bien évoqué ce Chicago-Utah, enfin ce Utah-Chicago. Là maintenant on va se concentrer sur Miami, Nola, Old Glory, les 3 équipes qui vont se disputer les 2 dernières places à l'Est parce que New England et Chicago, c'est plié, ils iront en playoff. Et donc, on va commencer par Miami qui accueillait Anthem. C'était dans la nuit de dimanche à lundi. C'est le match qui a terminé cette semaine 11. Et puis, comme toujours, Miami, évidemment, face à Anthem, c'est fait plaisir. Ça commence dès la 8e minute. C'est Koulibaly, après plusieurs temps de jeu, qui vient marquer le premier essai en force. Voilà, parce que défensivement c'est pas bon, hein, tout simplement. À force d'être acculé, forcément c'est très compliqué pour cette équipe d'Anthem. 17e minute, il y a un ballon qui ressort un petit peu vite, la montée est manquée et derrière le jeu de passe est magnifique. Marcus Young bien décalé et qui réussit à aplatir en coin.
pas du tout, parce qu'en fait il n'a pas aplati, il est bien poussé en touche, le plaquage est parfait. Du coup, eh bien Anthem a la possibilité de se dégager, mais Anthem va faire du Anthem, hein, c'est-à-dire que le ballon va être perdu, pas sur ce temps de jeu, voilà, si c'est ça, voilà, ballon récupéré. Et puis après plusieurs points de fixation, eh ben c'est Marcos Young qui va prendre sa revanche et qui va aller inscrire cet essai. Le voilà servi, le numéro 14. Il évite un plaquage, ça va être checké à la vidéo. 17-0 à la mi-temps, Miami qui fait son boulot et qui surtout dès le retour des vestiaires va mettre le 3e essai. Le bon travail d'Elias qui va décaler Thomas Koumbia entre les poteaux, ça fait 7 points. Et puis par contre il faut attendre la 77e minute pour voir cette mauvaise passe et derrière le ballon qui va être récupéré pour l'essai de Beckerman. Alors, je vous l'ai mis au ralenti parce que c'est pas flagrant. Quand même. Ouais, Moi je vois pas où il y a essai. J'ai laissé parce que dans les highlights ils avaient mis les images de Miami à la fin. Je me suis dit que ça vous faisait voyager, vous transporter un petit peu du côté de la Floride. Le ballon est pas en contact avec la ligne, quoi. Je ne vois pas à quel moment il y a essai. On va le remettre, hein. Je vais vous le remettre parce que c'est très important. Le ballon est clairement sorti, il est pas en contact avec la ligne. Après, si on est au football, le ballon n'est pas sorti, quoi. Ouais, mais il me semblait que la ligne, elle faisait pas partie du terrain, justement. Derrière. Moi, Si, parce que quand t'aplatis sur la ligne, il y a essai. Ouais, mais il me semblait que la ligne au fond ne faisait pas partie justement du jeu. Pour moi, il me semble. Après, les règles déjà les règles au rugby elles changent toutes les 2 semaines et puis surtout je suis un petit peu largué. Mais pour moi, de toute façon, il n'aplatit pas sur la ligne. Pour moi, le ballon, il est aplati sur le. Je vais mettre pause. J'ai l'impression que le ballon sort, recule un peu et qu'il aplatit sur la ligne, quoi. Est-ce qu'on peut faire un arrêt sur image? Oh, je vous le fais. Ah, moi ça, tu vois, le ballon est encore en contact avec la ligne. On est d'accord. Mais là, il n'a pas aplati encore. Là, il aplatit. C'est. Il y a peut-être un contact avec la ligne. Pour moi, il n'y a pas essai. Hein. Pour moi non plus, il n'y a pas essai. Et cet essai, évidemment, il change beaucoup de choses. Parce que du coup, Miami gagne avec 5 points. Ça aurait pu être la première défaite d'Anthem sans que l'autre équipe prenne. Et ce point, il est très très important. Miami a quand même eu chaud. Je le disais, ils se sont. Vraiment le sort s'acharne pour nos amis d'Anthem. Bah oui. Mais c'est c'est obligatoire de gagner de 5 points face à Anthem. Alors du coup, on va accepter cet essai, machin. Ça. Mais surtout que du coup, Miami est toujours devant Old Glory et toujours en playoff. Et c'est ça. C'est là que c'est important. Parce que justement, on va passer directement à Old Glory qui jouait à Houston, donc pas du tout le même adversaire. Ça va plutôt bien commencer pour Old Glory puisque regardez, c'est le coup d'envoi, 10 secondes de jeu, Tuifua récupère le coup d'envoi, pénalité, Jason Henry qui vient la transformer, voilà, 1 minute 10 de jeu et Old Glory mène 3-0. Après tu peux essayer de fermer pendant 78 minutes mais je pense que ça marche pas trop. Mais Old Glory qui va faire un très bon début de match, qui va marquer le premier essai tout en finesse. Martin Vaca, voilà, superbe. Vous avez mis un petit ralenti. Et puis bon bah Houston va répondre comme ils savent le faire. Mêlé dans les 22. Le petit coup de patte d'AJ à la Timou pour aller chercher Tassi, comme toujours. Cette fois un petit peu plus en finesse que d'habitude. D'habitude on lui donne le ballon et le camion Ben vient finir le travail. Mais là il y a le super coup de patte de Tassi. Il y a Dennett qui va inscrire un premier essai, puis un second. Là encore il vient contrer le pauvre McVeigh sur cette action. Et Houston fait le large, hein, 27-13 à la mi-temps. Mais Old Glory a des opportunités comme là, Perry Humphries qui va trouver Shii à hauteur. Et Shii, il voit qu'il y a McVeigh à ses côtés. Une passe dégueulasse. Heureusement pour lui derrière, il y a en avant du côté de Houston. Mêlé dans les 22, c'est l'occasion de recoller dans cette fin de match, dans ce début de deuxième période, pardon. Mais voilà, la mauvaise passe interceptée par Missaï Legalou qui va faire tout le terrain. Il est affûté hein, pour un 11, ça se voit. Hein. Missaï Legalou, pardon. Il se fait reprendre, il trouve à la Timou qui va être bien coffré et puis qui finalement va réussir entre ses jambes à inscrire le 4e essai pour Houston. Laborieux. Ouais, c'est peu académique mais ça marche. Hein. Exactement. Et ça fait bonus offensif. Et à la Timou, il vient encore se fendre d'un petit coup de pied derrière pour Dominique Akina. Vous voyez, c'est quelques minutes après le match. Il est évidemment terminé. La messe est dite. Je vous remets au ralenti le petit coup de pied du 10. Magnifique.
Et Akina Un derrière. match XXL hein, de taille patron quoi, de Alatimou qui a fait vraiment un boulot monstrueux encore une fois sur ce match. Quoi. Honnêtement, c'est vraiment le maître à jouer de cette équipe de Houston. C'est un joueur avec beaucoup d'expérience en MLR. Il a plus de 100 caps et puis il finit le match à 17 points. Un essai, bon, ok, peu académique, mais qui est quand même pas finalement évident à mettre. Non, il est là, Deux ouais. jeux au pied deux jeux au pied parfaitement sentis qui mènent à un essai. Non, franchement, très très gros match d'AJ Alatimou qui est quasiment parfait dans l'occupation au pied. Franchement, Houston, ils se sont appuyés quasiment toute la partie sur un jeu d'occupation et AJ Alatimou en est le grand artisan. C'est vraiment un très très bon joueur dont on ne parle pas parfois toujours dans les meilleurs joueurs de MLR, mais pour moi, cette saison, il est clairement dans, dans la discussion pour aller chercher la récompense en fin de saison. Hein. S'il continue comme ça, c'est vraiment un joueur, moi, que je trouve extraordinaire. Le MVP peut-être pour succéder à Wayne Vanderbank qui est blessé encore actuellement pour New England, qui fait pas forcément Ouais. une grosse saison. La place Non, est à et prendre. il y a un autre joueur aussi dont je voulais parler du côté de Bien Houston sûr, vas-y. qu'on n'a pas vu justement la saison dernière, qui jouait pas beaucoup. C'est le parfait mélange entre Max Verstappen et Michael Schumacher. C'est Max Schumacher. J'ai pas Et mis honnêtement, j'ai pas mis son essai, mais oui, mais le dernier essai de Houston, exactement. ouais, il est très utilisé cette saison. Il a été titulaire 8 fois sur 10 et honnêtement, il fait un match énorme où il bat 7 défenseurs. C'est le joueur avec le plus de mètres parcourus et il a fait un très bon match et il fait surtout une très bonne saison, je trouve. Et c'est un jeune, il a que 24 ans, il n'avait pas beaucoup joué jusqu'ici, il n'a pas beaucoup d'expérience et je pense qu'il fait beaucoup de bien à cette équipe de Houston. Ouais, qui brille beaucoup plus par ses trois quarts que l'année dernière, hein, même si devant c'est toujours aussi solide et qu'avec Twifua c'est tout simplement monstrueux. C'est vrai qu'à l'arrière ça fait du bien. Je rappelle, hein, Warner Kutzer à la charnière c'est très bon. Kutzer n'est plus là actuellement, mais Alatimou est de retour, donc tout se passe bien. Total Atazi Tazi, c'est une espèce de poutre Comment, qui court. Hein? comment tu dis? Total Atazi Tazi. C'est pas ça? Non, si, si, mais c'était juste pour que tu répètes parce que c'est vraiment chiant à dire, quoi. C'est pour ça que je l'ai pas dit dans le résumé, mais là je me sentais chaud, alors je me dis je le tente, je m'en fous. Mais, au centre, il est incroyable, enfin, il est impressionnant. Cette combinaison, t'as une mêlée dans les 22, dans les 30 mètres, voilà, pouf, tu lui donnes le ballon, Ouais, puis puis il vient Vissa péter. Ighalo, là, en 11 il peut jouer au centre aussi. Et Oui, tu l'as dit, hein, il est quand même assez costaud, hein, le marsupial, quoi. C'est-à-dire que le mec, t'as pas envie d'aller le chercher aux jambes, hein, ah bah quand tu vois la taille du. c'est vraiment la marque de fabrique de cette équipe, hein, de Pot Human, et qui a été aussi façonnée, on le rappelle, par Ineke Meyer. C'est très sud-africain, c'est très je te marche sur la gueule, et puis ça fonctionne. Et c'est vrai que cette année, il y a un truc en plus. Ils ont eu un petit passage à vide, un petit creux il y a quelques semaines, mais là ça va mieux et cette victoire elle est très solide. 46-27. Il y a eu un essai en fin de match pour DC qui n'a servi à rien. Pourquoi? Eh bien parce que DC n'a inscrit que 3 essais, et donc j'en reviens encore à cet essai de Beckerman pour Miami en toute fin de match. Ça change beaucoup de choses parce que Lurie rate le point de bonus offensif que je pense ils étaient venus chercher indéniablement parce qu'ils ne s'attendaient pas forcément à aller gagner à Houston, mais ils l'ont raté. Et en face, eh ben, Miami, sur le gong, est allé chercher un essai qui offre un point supplémentaire. Et évidemment que ça va compter au classement. Juste, je m'arrête 30 secondes parce que OJC 1984 nous dit bonjour, je ne connais rien au rugby, je passe pour savoir si vous ne diffusez pas le Saint-Malo cette année. Non, malheureusement, pas de tennis cette année sur les Outsiders. En tout cas, pas sur la première partie de saison, malheureusement. On manque de monde pour le faire. C'est un petit peu compliqué. Et sur la fin d'année dernière, on avait diffusé Angers, puis Limoges coup sur coup. Ça va être un petit peu compliqué au niveau de la logistique. Donc pour l'instant, on met un petit peu en pause le tennis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de contenu tennis. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de direct sur les matchs. Mais on est en train d'essayer de préparer quelque chose pour Clarins. On y croit. On croise les doigts pour essayer d'être un petit peu à Clarins pour que vous créez du contenu sur le tennis. Parce que évidemment, on reste très attaché au tennis. On en a beaucoup diffusé.
Et on adore ça. Adrien Abadi, si tu connais pas le tennis, c'est un sport de raquette avec une petite balle jaune qu'il faut faire passer au-dessus d'un Ça me dit filet. quelque chose, ça me dit quelque chose. J'ai vu que Zverev s'était encore fait marbrer par Cerundolo à l'instant. Pour la 3e fois de suite, c'est quand même assez inquiétant, quoi. Le tennis masculin est particulier en ce moment. Il faut le dire. On va pas débriefer du tennis parce que c'est pas trop notre point fort, mais c'est un petit peu particulier. Donc voilà ce que je pouvais te répondre au JC. Désolé pour la déception pour ceux qui nous demandaient, parce qu'on a eu quelques demandes. Hein. Je vais pas mentir, hein, on n'en a pas eu 170 000 non plus, mais il y a quelques personnes qui nous ont posé la question. Et ouais, pour l'instant, on met un petit peu sur pause le tennis parce que c'est vraiment compliqué, c'est particulier, hein, c'est plusieurs heures, etc. Mais encore une fois, on dit pas non à en diffuser encore. On revient sur le MLR Show, il nous reste un dernier match. On est dans la dernière ligne droite en plus, hein, parce qu'il y a le match, on le rappelle. Merci beaucoup JC, bonne soirée à toi. Bon match si tu regardes le Arsenal PSG évidemment. N'hésitez pas, hein, pronostiquer. On joue au jeu des pronos ce soir. N'hésitez pas à pronostiquer le Arsenal PSG. J'ai vu un 3-2, j'ai vu un 2-2 tout à l'heure. Toi Adri, t'as dit match nul aussi. Voilà, Ouais. on joue un petit peu Et au... le gagnant n'aura évidemment pas de cadeau, hein, on rappelle. Rien du Donc, tout, juste le droit de se la régalez-vous. péter la semaine prochaine dans le prochain MLR Show, au mieux, mais pas plus. Hein. Allez, peut-être en commentaire, mais vraiment pas plus. Allez, on passe au dernier match, donc le gros match, l'un des gros matchs de ce week-end, ce NOLA Seattle. Hyper intéressant sur le papier et qui va plutôt sourire aux Seawolves en début de match. Regardez, 7ème minute, 8ème minute. Jet Styling qui vient trouver l'intervalle, résister à un ou deux plaquages et marquer le premier essai. Bon, malgré l'immense toucher de main d'Isaac Tetamaki, parce que regardez, attention, des images terribles. Normalement, il doit s'arrêter. Hein. Au rugby touché, il doit s'arrêter. Hein. Mais bon, c'est pas ça. Donc, il est allé au bout, évidemment. Seattle qui va prendre 2 jaunes coup sur coup et qui va du coup bien, se retrouver bien dans la merde pour défendre. On va pas se mentir. Tetamaki, encore lui, qui vient inscrire un essai entre les poteaux. Puis derrière, c'est Mahou en force qui va inscrire le nouvel essai. New Orleans qui prend donc les devants et qui prend un petit peu le large. Surtout que vous le voyez, 28ème, c'est JP Smith qui prend à son tour un carton jaune. Donc Seattle se retrouve de nouveau à 14. C'est un début de match magnifique. T'as joué, t'as une demi-heure de jeu, t'as déjà une demi-heure en infériorité numérique, c'est formidable. Et sur cette action, ça va être le doublé pour Mahou qui arrive lancé et qui vient résister à la défense de Seattle et notamment au plaquage de Ricard Tatting, justement. On en parlait tout à l'heure dans le classement des meilleurs marqueurs. Mais juste avant la mi-temps, Seattle va réagir. On prend le large et derrière on va retrouver JP Smith. Justement, il est reparti, il est rentré après ses 10 minutes de frigo et vient marquer dans les derniers instants de cette première période. 27-14. Nola va quand même refaire de nouveau le large. Il y a plus 13, mais va encore remettre la tête sous l'eau à Seattle. Cette fois, après ce très beau mouvement, c'est Xavier Mignot, notre Xav national, qui vient inscrire son 7e essai de la saison. Il est difficilement arrêtable, l'ancien Lyonnais. Ça fait plaisir de voir ça. Il va y avoir un nouveau trou d'air désormais, puisque c'est Nola qui va l'avoir. Et d'abord l'essai de Lavina Fouti, puis celui-ci d'Eddie Fouché, le petit coup de pied pour s'emmener le ballon et inscrire cet essai tout seul. C'est parfaitement joué. Seattle qui est donc revenu à 10 points, mais qui va de nouveau subir la puissance de Nola. Malgré tout, il va y avoir ce nouvel essai d'Ivan Rousseau. Nola est à 13 à ce moment-là, hein. Il y a eu des cartons jaunes dans tous les sens. Mais Seattle va se tirer une balle dans le pied. Voilà, cette mauvaise passe interceptée par Taofete. Ça permet à Nola d'assurer la victoire. Je vous laisse quand même le dernier essai de Seattle, signé Devin Short, parce qu'il est plutôt sympa, la belle petite course. Oh, ça défend pas trop non plus en face, mais ça permet d'avoir de belles images. Et le dernier essai, bien joué Devin Short. Il fait de son essai absolument tout seul, tout le monde s'en fout, mais bel essai de Devin Short. Limite criminel cette passe, nous dit Loïc. Oui, c'est criminel. C'est relativiser quand même le bel essai, hein, parce que tu n'as vraiment pas envie de défendre à côté de Nola quand même. Oui. Les mecs défendent en reculant et arrivent quand même à faire des marches arrière, quoi. Non, il n'y a pas grand chose à dire. De toute façon, sur la fin de match, c'était évidemment plié. Alors, j'avais pas vu le prono d'OJC qui nous a dit 2-2 et qui a dit: je supporte Marseille, la Juve, Chelsea, le Real, donc tous les clubs ennemis. Oui,
En Ouais, effet, bah, il peut retourner voir le tennis, hein, vraiment, c'est pas plus mal, hein. j'ai vu ton merci pour ta participation. C'était très clair. Salut la team, nous dit Matnock. Et ben salut à toi, un petit peu en retard, hein. C'est pas dans tes habitudes, mais bon, ce sont des choses qui arrivent, évidemment. Qu'est-ce qu'on retient de ce Nola Seattle, Adri? Que Xavier Mignot est toujours aussi fort, que Nola va mieux, que Xavier Seattle. Mignot est le meilleur joueur de rugby de l'année 2024. Merci. On est en 2025, donc c'est Voilà, dommage, mais. ouais. Et- Non, non, très bon match en vrai de Nola qui a fait ce qu'il fallait. Encore un nouvel essai de Xavier Mignot et quand même, voilà, beaucoup de points encore inscrits, hein, 44-36. Ouais, Ça fait quand même encore 11 essais dans le match. Bon, Seattle, moi je l'ai trouvé mieux depuis quelques matchs. Je pensais qu'il pouvait aller faire un résultat à Nola. Bon, forcé de constater que non, qu'ils ont été quand même largement dominés. Et Nola qui est assez solide hein, sur les dernières rencontres, qui perd, qui avait perdu quelques matchs bah, en milieu de saison, on va dire, si on peut appeler ça le milieu de saison, qui avait enchaîné les défaites. Et qui, là, depuis maintenant 4-5 matchs, revient très bien. Ils ont failli aller s'imposer à Houston mi-avril, ouais. où ils perdent de 2 points, je crois, contre Houston. Ils ont éclaté Old Glory avant ça. Là, grosse victoire contre Seattle, même si le score à la fin, 44-36, est serré. Euh, non, je pense que Nola peut voir la suite avec, avec pas mal d'ambition. Un match compliqué là dans quelques jours contre San Diego là-bas. Et s'il gagne ce match-là, je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher pour Nola, honnêtement. Ouais, on va le regarder, hein, mais ce classement. Mais c'est vrai que ça va beaucoup mieux. Tu l'as dit, il y a eu cette défaite de 2 points à Houston. 4 victoires sur les 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Tu as gagné à Anthem, tu as battu Old Glory et Seattle à domicile en mettant à chaque fois beaucoup de points. 44. Donc ce week-end 51 contre Old Glory, tu l'avais dit, ils se sont fait torpiller d'ici. Tu as perdu donc à Houston. Juste avant ça, tu avais perdu 2 points à domicile face à Chicago, qui est l'équipe qui est la plus solide, même si c'est pas eux qui ont encaissé le moins d'essais, c'est vraiment l'équipe la plus solide depuis le début de saison. En tout cas, défensivement, c'était eux qui donnaient la meilleure impression. Donc voilà, ça allait mieux. Nola qui met des points quasiment à tous les matchs, hein, d'ailleurs, parce que même à New England où ils avaient perdu 35-31, c'était double bonus. La semaine d'après, ils avaient perdu à domicile face à Los Angeles, mais c'était une défaite bonifiée aussi pour Nola. Et c'est ça qui fait la différence. Pourquoi je dis ça? Bah parce que justement, on va se regarder ce petit classement d'aller dans cette bataille pour la conférence Est. C'est que désormais, donc on a un nouveau leader, 35 points pour New England, 1 point d'avance sur Chicago, au même bilan. Et regardez, Nola est 3ème avec 27 points, Miami 4ème avec 26, Old Glory 5ème avec 25. Pour l'instant, Old Glory est à la place du con. Et ce qui est fou, c'est que Nola a un moins bon bilan que Miami. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie, mais depuis le début de la saison, Nola est en négatif. Miami est retourné en positif, enfin, est revenu à l'équilibre en battant Anthem. Mais grâce à la magie des bonus, eh bien Miami pour l'instant est derrière Nola Gold. Encore une fois, on va pas revenir dessus, mais le point de bonus offensif récupéré par Miami sur le gong face à Anthem, il fait la différence. Et ça, évidemment, ça va compter, bien sûr. On va y aller sur cette C'est bataille. beau, hein, les anciens points de bonus, quoi. C'est-à-dire comme on fait sur les rencontres internationales. C'est-à-dire que 4 essais, bam, tu prends direct un bonus. Et tu peux aller chercher aussi le point de bonus avec 7 points d'écart. Donc il y a quand même beaucoup plus de chances Tout à d'aller fait. gratter des points. Et c'est quand même assez important dans cette saison hein, pour Nola et même pour beaucoup de franchises. Et surtout, il faut regarder le calendrier de Nola, parce que tu le disais, il n'y a que 2 points d'écart pour aller chercher les spots en playoff. Et il faut savoir que bon, la semaine prochaine, ils vont jouer à San Diego, mais le match d'après, tu reçois Miami, et puis le match d'après, tu te déplaces à DC. Donc ça va être directement des matchs contre des concurrents directs. Et clairement, on saura dans 3 semaines qui sera en position extrêmement favorable pour aller arracher les spots en playoff parce que on sait qu'Anthem sera plus dans la course et donc ça va jouer entre ces trois-là. Et donc dans 3 semaines, on saura, à mon avis, qui sera en playoff, quoi.
Eh ben, tu fais bien de parler du calendrier de Nola parce que justement, je vous ai fait un petit tableau qui récapitule les calendriers des 3 équipes en même temps. Voilà, il y a plein d'infos pour vos yeux, comme ça vous allez kiffer. Donc, tu l'as dit, pour Nola, il y a donc déplacement à San Diego, accueil de Miami, déplacement au Glory. Donc, tu l'as dit, les 2 adversaires directs. Tu accueilles Utah, tu vas à Chicago, tu accueilles New England, hein. Donc, les 3 dernières journées, c'est très très dense. Pour Miami, il y a 4 déplacements, ça a son importance. C'est la seule équipe qui va plus se déplacer sur cette fin de saison. Chicago, Nola, tu accueilles New England, tu vas à Los Angeles, tu accueilles San Diego, tu vas à Seattle. Et puis Old Glory, qui est la seule équipe des 3 à jouer encore Anthem, va accueillir Utah puis Nola, va à Anthem et à New England, accueille Los Angeles, va à San Diego. Je vous pose la question, et je te la pose à toi évidemment, Adri également. Qui Il va finir à la place du con. Alors non, qui a le plus dur? Qui a le programme le plus dur sur ces 6 dernières journées? Pour moi, c'est Miami. Parce que les matchs à l'extérieur ou parce que le programme en lui-même? Ouais, les matchs à l'extérieur et en vrai, je pense que les équipes qu'ils ont à jouer, elles sont vraiment pas cadeaux, quoi. C'est-à-dire que tu te déplaces à Los Angeles. Los Angeles, j'ai l'impression quand même que chez eux, ils sont quand même assez bons. New England, bon, ils vont vouloir aller chercher la première place à l'Est. Seattle, on l'a dit, c'est quand même solide là depuis quelques matchs. San Diego, ils étaient sur 4 défaites de rang, mais là, j'ose espérer, parce que vraiment, moi, je les ai trouvés extrêmement impressionnants. On le disait en début de saison, j'ose espérer qu'ils vont se remettre un peu la tête à l'endroit et qu'ils ils vont accélérer un peu là sur la fin. Et moi, ouais, je trouve que Miami, ils ont pas un très beau calendrier. Après à voir, hein. À voir. Je trouve qu'en tout cas, celui de Nola est le plus abordable, même si tu termines Utah, Chicago, New England, c'est pas un cadeau. Mais je pense que si là, tu vas jouer San Diego qui est pas au max en ce moment. Si tu vas chercher un truc à San Diego et qu'ensuite tu tapes Miami et Old Glory, c'est quand même des points que tu prends et que tes adversaires directs ne prennent pas. Et je pense que ça peut déjà créer une petite différence. Il faut savoir aussi, là j'essaie de contextualiser, ça va être dur de le faire pour tout le monde parce que j'ai pas tout le calendrier en tête parce que je vous rappelle qu'il y a des matchs en semaine et pour répondre à ta question, Matnock, Seattle donc a joué ce dimanche après avoir joué, enfin si c'était dimanche soir, après avoir joué mercredi soir à Anthem. Tout le monde le fait, quasiment tout le monde aura cette saison un match en milieu de semaine suivi d'un match le week-end ou Ah, précédé c'est d'un San match Diego là qui précédé d'un suffit, là. match. Exactement. San Diego l'a fait, là il y a Utah San Diego cette semaine et les 2 équipes vont rejouer le week-end prochain. Et justement, c'est à ça que je voulais dire, c'est que Old Glory va accueillir Utah le week-end prochain, avec un Utah qui aura accueilli San Diego dans la nuit de mardi à mercredi chez nous, dans la nuit de mercredi à jeudi pardon chez nous, donc mercredi soir pour les Américains. Ça peut compter aussi. Il va y avoir un calendrier aussi et des matchs un petit peu par-ci par-là qui vont compter. Au bout d'un moment, il va y avoir des équipes qui vont forcément peut-être un petit peu lâcher. C'est assez dur parce que le championnat est très court et avec seulement 2 équipes d'un côté et une de l'autre qui ne vont pas en barrage, normalement il y a du suspense jusqu'au bout. Mais est-ce que tu es Utah et tu vas forcer à 3 journées de la fin quand tu vas à Nola? Peut-être pas. Est-ce que New England qui va à All Glory à 3 journées de la fin va forcer? Enfin qui accueille All Glory pardon à 3 journées de la fin va forcer? Pas forcément. Voilà, c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. Moi pour moi c'est Nola qui a le calendrier le plus dur parce que les 3 déplacements sont ardos et que les 2 dernières réceptions sont pas faciles. Utah, New England. New England qui sera en lutte avec Chicago pour la première place à l'Est probablement jusqu'à la fin, à moins qu'il y ait une explosion de l'un des deux d'ici là. Ce match il peut être très important, donc New England va certainement le jouer à fond. Donc attention, après ouais, je suis d'accord que Miami c'est compliqué. Pour moi le plus facile c'est le Glory. Tu joues en thème Miami, déjà. c'est chiant, hein. Miami, c'est vraiment chiant parce que tu reçois à la fin Seattle qui va être en lutte, je pense, pour un spot pour les playoffs. Ils vont vraiment vouloir tout donner, à mon avis. Et puis San Diego, en vrai, je pense que c'est pareil. Tu n'auras pas envie de les jouer là sur les 2 derniers matchs. San Diego, ils doivent aller chercher le spot en playoff aussi à l'Ouest.
c'est que des équipes qui vont, à mon avis, jouer le spot pour les playoffs dans les derniers matchs et ça va pas être des matchs drôles à jouer, à mon avis, hein. Non, non, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Dites-nous hein, dans le chat si vous voyez un calendrier plus facile que les autres ou plus dur, évidemment. Parce que Euh, vraiment, Los Angeles, là, San Diego, Seattle pour terminer, c'est les trois équipes qui vont se battre pour aller chercher le spot de la qualif à l'ouest, hein. c'est vrai que ça va compter, mais encore une fois, c'est pour ça que je me dis, imagine t'as un Seattle qui est au fond du saut et qui ne va pas qui va pas bien et qui à la dernière journée ne peut J'y plus crois pas rien trop, jouer. hein. J'y crois pas trop non plus. Je veux pas faire peur à Matt Nock, je sais qu'il est fan des Seawolves, mais sait-on jamais. Après voilà, là on part vraiment dans le bordel. Pour moi, le plus facile en tout cas, c'est Old Glory parce que tu vas accueillir Utah le week-end prochain qui aura joué un match en semaine et qui aura donc un troisième match en une semaine de jouer. Donc il y a un Ouais, ça moment, fait 3 matchs en 9 jours. c'est ça. Donc il y a un moment, enfin, on va voir déjà ce qu'ils font contre San Diego, mais ils vont certainement faire tourner face à Old Glory. C'est un déplacement, donc ils vont pas tout donner. Derrière, tu accueilles Nola, donc c'est un match qui est capital, il faut pas le rater, etc. Avec toute la pression, mais t'es à domicile et tu vas à Anthem. En vrai, il y a quand même un monde où tu gagnes ces trois matchs et tu te remets déjà en positif sur ton bilan. Tu mets forcément à minima Nola derrière. Ou alors tu reviens à égalité si jamais Nola a va chercher des bonus dans tous les sens. Mais derrière, tu vas à New England avec un peu plus de sérénité. Et c'est vrai que d'ici 3 matchs, on fera certainement le point. Je propose qu'on fasse le point déjà toutes les semaines, mais je pense que dans trois semaines, on pourra y voir évidemment beaucoup, Moi, beaucoup je pense plus clair. que c'est All Glory qui va pas se qualifier. Ah, donc voilà, c'était ma deuxième question. Pour toi, c'est All Glory qui va pas se qualifier. Ouais, Pourquoi? ouais. Bah parce que je te dis, moi, je pense que toi, tu vois leur calendrier comme étant plus facile, mais je pense que c'est un mal comme un bien en fait pour eux. C'est-à-dire que pour moi, en vrai, à Utah, je vois pas enfin, je vois pas comment ils vont battre Utah parce que honnêtement, je pense pas que Utah va faire énormément tourner. Je pense qu'ils vont aller jouer ce match à fond contre Old Glory. Et ils avaient déjà fait tourner un peu contre Chicago. Et quand je vois comment ils ont joué là sur la seconde période, s'ils arrivent vraiment à s'appuyer dessus et qu'ils ont toujours un Joe Mado au four et au moulin, un Joel Hudson qui arrive parfaitement à distribuer le jeu, etc. Je vois pas en fait cette équipe de Utah perdre contre Old Glory. Et ensuite, je pense que, comme je t'ai dit, à mon avis, Nola, euh, ils reviennent bien là, ils sont en confiance et je les vois en fait aller s'imposer contre les concurrents directs. Hmm. Et c'est des points qui vont compter sur la fin. Et à mon avis, moi, cette équipe de All Glory, en fait, je la trouve pas en fait si sûre de ses forces cette saison. Elle est beaucoup moins sereine, solide qu'en début d'année, hein. Ça, je suis bien d'accord. Parce que Old Glory, ils sont sur 3 défaites de rang. C'est un petit peu compliqué. T'as pris 3 défaites en encaissant 132 points. C'est pas mal. Ouais, les dynamiques sont pas bonnes en fait. La dynamique d'Old Glory est vraiment pas bonne. Ils viennent de perdre contre Houston, ils ont perdu contre Miami, ils ont perdu contre Nola, ils font que perdre contre leurs concurrents directs. Et pour moi, c'est des dynamiques qui sont totalement opposées. C'est-à-dire que tu as Nola qui revient bien et puis tu as Old Glory qui est en train de s'effondrer. Et honnêtement, moi, je vois pas Old Glory se qualifier pour les playoffs. Pour moi, là, le classement qu'on a à l'Est, ce sera le classement final à la fin de la saison. Donc New England, Miami et Chicago Nola en demi-finale de conf. Avec une finale donc à New England. Ouais. Très probablement. D'accord, bah c'est très bien. On prend note. Donc toi tu dis Old Glory, moi je pense que malheureusement c'est Miami qui va sauter. Même si Nola a pour moi le calendrier le plus dur, pour moi c'est Nola qui va sauter, mais on verra déjà dès la semaine prochaine. Je vous propose, Miami nous dit maintenant, je vous propose de revoir les résultats de cette semaine. Donc le mardi, il y avait eu la victoire de New England face à Los Angeles 23-21, le succès le lendemain de Seattle à Anthem 60-19, assez large succès. Et puis derrière, le succès de San Diego à LA 38-36, Utah qui l'emporte face à Chicago 41-31, 48-27 pour Houston face à Old Glory, 44-36 pour Nola face à Seattle, et Miami qui s'est imposé 31-5 face à Anthem, pardon. Voilà pour le classement. Les résultats et le classement donc à l'est, le classement à l'ouest maintenant, on y voit pas beaucoup plus clair.
parce que bon bah il y a un point d'écart entre les deux leaders. Houston, Utah ne se lâche pas. San Diego est reparti de l'avant mais a toujours 5 points de retard avec un match en plus par rapport aux Warriors. 4 longueurs d'avance sur Los Angeles, mais 6 seulement sur Seattle qui a autant de matchs, certes. Ça va être très serré. Bah, très rapidement, qui va terminer à la place du con selon toi? Utah qui a quand même un match en moins que Oui, Houston aussi. tout à fait. Il faut le dire. Et si Donc, Utah bat San Diego demain soir, évidemment il passe devant, mais San Diego aura un match en plus et donc sera dans le viseur de Los Angeles et de Seattle potentiellement pour revenir. Exactement. Qui va finir à la place du con? Honnêtement, je sais pas. Moi non plus. Moi je mettrais Los Angeles quand même. Je sais pas, mais je dirais bien Los Angeles aussi, malheureusement. Parce que j'aimerais bien qu'ils se qualifient. Et en vrai, ils ont fait une énorme intersaison, ils ont beaucoup recruté, etc. Et ils sont un peu. Je les trouve un peu décevants, moi. Je les trouve un peu décevants, je m'attendais à mieux. Et honnêtement, je les vois bien, malheureusement, ouais, aussi finir à la place du con. Donc Old Glory et Los Angeles. Et puis Anthem évidemment dernier parce que ça. Oui, bah, ça, Mais en tout cas, c'est très sympa parce que ça nous promet évidemment des matchs qui vont être assez phénoménaux à suivre. Je vous propose de regarder très rapidement les rencontres qui auront lieu donc cette semaine 12. J'ai fait un petit montage immonde pour vous présenter ce petit Utah San Diego. C'est donc demain soir, c'est pas cette nuit, hein, c'est demain soir. magnifique. Magnifique, hein, vraiment j'ai tout donné pour faire ça. Et puis ce week-end, on revient à quelque chose d'un peu plus normal. Il y a Seattle-Los Angeles, il est immanquable ce match. Il y a un très gros choc entre les deux leaders de conf, très important, ce New England-Houston, parce que ce sont les deux meilleures équipes actuellement, en tout cas sur le papier, même si Houston pourrait ne pas être leader avant ce match si Utah venait à battre San Diego. Utah qui ira à Old Glory, Chicago, Miami et San Diego, Nola. Seattle-Los Angeles à suivre, évidemment. Ouais, ça va être un match très très important, ça. Il va être dur à pronostiquer, ça. Je vois Seattle s'imposer. De Ouais, toute façon, on fera les pronos. On fera les pronos, bien sûr, et n'hésitez pas sur Insta à nous suivre. Comme je suis éclaté au pronostic, il y a des chances que... Tu as tout perdu alors que t'étais en tête avec un match de moins, on le rappelle, et avec une journée de moins. Et derrière, tu t'es écroulé. J'ai pas tenu la distance. Exactement, mais c'est pas fini évidemment. Allez, merci Moindry d'avoir été avec nous. On va vite lâcher parce que dans un quart d'heure, il y a quand même un gros match qui nous attend. Merci à toi, Moindry. Merci à vous dans le chat évidemment d'être venu. Il y a eu un gros pic sur la fin, c'était très très cool. Évidemment, émission disponible en replay sur notre chaîne YouTube, des petits extraits sur les réseaux sociaux, vous en avez l'habitude. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les prochains lives. Rendez-vous mardi prochain à 21h, à 20h pardon, n'importe quoi, 21h heure d'Athènes pour nous retrouver évidemment pour tous les matchs, comme d'habitude, tous les résumés de cette MLR. Très belle soirée, très bon match et à la semaine prochaine. Ciao. Ouais, t'inquiète. J'avais dit 45 max, mais il est 40. Ouais,